Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de PS5, et oui de PS5. On va parler de jeux sur PS5 aussi. On va parler de Xbox Series X, un comparatif assez intéressant. Et on va parler d'écran PC. A tout de suite. Alors avant d'entamer cette vidéo, je voudrais revenir sur la précédente vidéo. Ça m'arrive de temps en temps quand, on va dire, j'ai des commentaires qui me reprennent sur certains sujets et je l'accepte tout à fait. En effet, j'avais dit dans ma dernière vidéo que le mini LED c'était pour moi une révolution technologique. Alors premièrement, oui, je reconnais que j'ai peut-être un peu exagéré le terme en termes de révolution, mais c'est pour moi, parce qu'ils ont dit, voilà, PP World a dit que c'était simplement une évolution du rétroéclairage des LCD. Pour moi, c'est un peu plus que ça quand même et je vais m'en expliquer. Alors déjà, effectivement, il ne faut pas confondre révolution technologique et rupture technologique. Pour moi, une rupture technologique, c'est par exemple quand on est passé du cathodique au LCD, ou alors du LCD au OLED. Voilà, ça c'était rupture technologique. Révolution technologique, pour moi, derrière ce terme, ce que je mets moi, je précise, c'est, on va dire, un changement important dans la finalité, c'est-à-dire dans le résultat, et potentiellement la disparition d'une ancienne technologie au profit d'une nouvelle technologie. Et je vais m'en expliquer pour les mini LED et les micro LED. Parce que finalement, si on regarde bien, le OLED, c'est exactement la même chose. On va remplacer les LED organiques par des LED électroniques, et c'est tout. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une révolution technologique, puisque finalement, on remplace un type de LED par un autre type de LED, mais toutes les caractéristiques du OLED sont conservées dans le montage et dans l'assemblage des téléviseurs OLED. C'est la même chose, il n'y a pas de rajout quelconque, hormis ce changement. Sauf que ça révolutionne pour moi. Et oui, ça révolutionne le micro LED. Parce que vous prenez tout le meilleur du LCD, vous prenez tout le meilleur du OLED, vous enlevez, théoriquement, je me dis bien, tous les défauts, et vous obtenez un téléviseur entre guillemets quasi parfait. C'est-à-dire beaucoup plus grande luminosité sur les micro LED que sur les OLED, pas d'effet de marquage, zéro effet de marquage, donc aucun risque, et en même temps, vous prenez les noirs profonds du OLED, vous prenez les angles de vision du OLED, bref, vous prenez tout ce qu'il y a de meilleur chez le OLED également, avec, vous savez, les temps de réaction, etc., ultra rapides. Donc bon, voilà, le comparatif est vite fait. Pour moi, c'est une révolution technologique par le résultat. C'est-à-dire qu'on élimine les défauts. Et donc, ce qui fait que le deuxième effet également, c'est qu'à terme, théoriquement, si le micro LED revient au même prix que le OLED, ce qui n'est pas encore gagné, si tout ce que je dis est vrai, parce qu'il faudra quand même le vérifier, évidemment, sur le long terme, eh bien, le OLED va disparaître. Tout simplement parce que le OLED, à moins qu'il y ait des révolutions également technologiques dans le OLED lui-même, c'est-à-dire dans les LED organiques, eh bien, il présentera des défauts tels par rapport au micro LED que le micro LED va s'imposer. C'est exactement comme le plasma qui a disparu quasiment à la place, vous savez, du LCD et puis du OLED, par exemple. Donc voilà, pour moi, c'est ça la révolution technologique, c'est le résultat qui va vraiment s'améliorer, et les mini LED, ça va être la même chose. Les mini LED, dans 2-3 ans, on n'aura quasiment plus d'effet, on n'aura plus d'effet de blooming. Donc théoriquement, on pourrait atteindre des noirs quasi parfaits, comme le OLED, et pour un prix bien plus bas, parce que je vous rappelle que le R635 de TCL, a quand même, on m'a dit, oh, c'est cher les mini LED. Non, non, le R635 TCL, il est à moins, alors il est vendu actuellement qu'aux États-Unis, en tout cas pas en Europe et au Canada, mais le 55 pouces, il est vendu à moins de 650 $, et le 65 pouces à moins de 900 $. Et je vous rappelle, 120 Hz, VVR, ALM, Dolby Vision, HDR10+, bon bref, il est QLED, dalle mini LED avec 720 zones, j'en passe et j'en passe. Il a des défauts, c'est certain, mais les nouveaux modèles qui vont arriver vont s'améliorer, vont augmenter ces zones, et à force, on aura quasiment plus de blooming. On aura des noirs quasi profonds, on aura une luminosité beaucoup plus importante avec les mini LED qu'avec des LED classiques. Donc quelque part, est-ce que ça n'a pas un petit goût de révolution quand même? Mais je reconnais que sur ce thème, j'ai un peu exagéré. Alors, je vais vous parler maintenant d'écran gaming très rapidement. En fait, il y a 3 écrans qui ont été présentés par Acer, qui sont le Nitro 282, les deux Predator qui sont le 323 et 273 si je ne me trompe pas. Donc, c'est les deux premiers chiffres, c'est la taille de l'écran. Donc, c'est à 27 pouces, 28 pouces et 32 pouces. Il y a du 4K et du Quad HD dans ces écrans. C'est des écrans spécial gaming avec en particulier le plus cher. Voilà, il monte à plus de 270 Hz, c'est juste énorme, c'est-à-dire en termes de FPS, vous pouvez monter très très haut.
C'est des écrans même spécial gaming parce que le plus cher par exemple, il y a la technologie de Nvidia Latency Analysis qui permet de voir quand vous cliquez de la souris, d'analyser le temps de réaction pour le diminuer au minimum à moins de 0,5 millisecondes je crois. Bref, des écrans spécial gaming pro. Et ça se voit sur le prix puisqu'ils sont tous grosso modo à plus de 1000 €. Il y a un écran qui est d'ailleurs dédié à la PS5 Xbox Series X qui tourne à 979 € si je ne me trompe pas. Pour moi, c'est un peu cher. Alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je veux dire, pour la PS5 et la Xbox Series X, en particulier, je trouve ça un peu cher. On peut se payer un bel écran, vous avez tout à fait le droit. Maintenant, si on n'a pas tellement d'argent, en comparatif, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se payer un écran gamer, voilà, tout simplement. Alors, un écran gamer, c'est-à-dire un téléviseur gamer. Parce que, alors à moins d'être, je répète, gamer pro, vraiment, vous êtes dans les multijoueurs et vous avez besoin d'un temps de réaction hyper fin et des FPS de folie, mais les FPS de folie, sur PS5 et Xbox Series X, de toute façon, ils seront limités, on le sait, il y a beaucoup de jeux qui seront à 60 FPS, quelques-uns qui seront peut-être à 120 FPS en mode performance, mais on sait que la plupart des jeux vont tourner à 60 FPS, donc à quoi bon avoir un écran qui tourne à plus de 144 Hz par exemple, 144 FPS. Donc tout ça pour dire, en plus c'est des écrans IPS, alors les dalles IPS, donc ok c'est des très très belles dalles, mais ceci dit, si vous achetez on va dire un écran 55 pouces par mini LED, ce qui va arriver bientôt, vous avez un très très grand écran, vous avez quand même un temps de réaction qui sera bon, vous serez à 120 Hz, 120 FPS, je vous l'ai dit, la plupart des écrans l'année prochaine, pour le même prix. C'est-à-dire si vous prenez un écran à 1000 €, un 55 pouces, vous avez déjà un écran qui est correct, qui sera l'année prochaine gamer, qui aura toutes les spécificités gamer. Donc c'est un choix, mais personnellement, je voulais en revenir là-dessus, plus pour me poser la question, à quoi ça sert ces écrans, pour PS5, Xbox Series X, je précise, et S, éventuellement, de payer aussi cher si finalement on peut avoir pour le même prix un téléviseur. Voilà, donc répondez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Venons-en à la PS5. La PS5, où il y a plusieurs articles de journaux qui ont dit, la PS5 s'écroule au Japon, c'est-à-dire que les Japonais commencent à bouder la PS5 de par le choix politique de Sony, d'ailleurs d'avoir quitté le Japon pour implanter, on va dire, son centre de direction aux États-Unis et parmi plusieurs choix, on va dire, de direction artistique et autres qu'ils ont choisi, et donc ce qui fait que les Japonais se sentent délaissés. Oui, alors oui, est-ce que c'est que la PS5 déjà? Parce qu'on sait que Xbox essaye de s'implanter au Japon, mais est-ce que c'est que la PS5 qui est touchée? Est-ce que c'est que Sony finalement qui est touchée? Déjà, la PS4, on a dit, oui, ils ont eu plus de difficultés, ils ont vendu que 10 millions de consoles au Japon. C'est déjà pas mal, honnêtement. Alors certes, le Japon, c'est un grand pays du jeu vidéo. Le Japon, il y a quand même beaucoup de monde au Japon, donc on pourrait dire que c'est des chiffres qui doivent être supérieurs. Ceci dit, voilà, c'est 10 millions de consoles, c'est déjà pas mal sur la vie de la PS4. La PS3, c'était 8,7 millions, alors qu'elle avait eu un démarrage assez catastrophique. Elle était en dessous de la Xbox 360, je vous rappelle. Et ensuite, grâce à la Slim, ils sont remontés au-delà, ils sont arrivés à 8,7 millions de consoles, ce qui est pas si mal. Moi, je dis que ce qui arrive avec la PS5, c'est peut-être déjà qu'il y a une pénurie. Alors, il y a une pénurie aussi au Japon, je pense. Et puis, le marché japonais, peut-être, change. C'est-à-dire qu'on dit des Japonais qu'ils jouent beaucoup maintenant sur mobile. C'est-à-dire qu'ils ont, on va dire, une approche du jeu qui devient différente, peut-être, qui préfèrent la portabilité du jeu, et que chez eux, ils jouent moins, tout simplement. Que la culture japonaise sur le jeu change, ou en tout cas s'adapte, en fonction de leur propre culture, et donc c'est peut-être pas Sony finalement qui va être le seul touché par ça, on verra dans les années à venir, mais peut-être qu'effectivement on vendra moins de consoles là-bas parce qu'ils jouent plus en mobilité, les Japonais, tout simplement. Dites-moi également ce que vous en pensez, mais je pense que si Sony s'est installé aux États-Unis, c'est qu'ils ont vu qu'ils vendaient le plus, et que le marché correspondait plus à leurs consoles en Europe, et aux États-Unis tout simplement, et d'ailleurs les studios qui rachètent, c'est un peu dans ce but-là. N'hésitez pas à me répondre sur cette question. Alors on va parler maintenant de God of War Ragnarok. Pourquoi on en reparle? Parce que David Jeff, je vous le rappelle, créateur de Kratos, et donc voilà, il est le papa, le réalisateur du premier God of War. Il a, je précise, quitté Santa Monica Studio en 2007, c'est important de le préciser, mais il dit que pour lui, il n'y a aucun doute, oui, God of War Ragnarok sera cross-gen, c'est-à-dire qu'on va y jouer sur PS5, mais aussi sur PS4, comme Horizon. Je vous rappelle, Forbidden West, qu'on attend également avec impatience. Donc c'est assez intéressant comme information. Alors,
À vérifier bien entendu, mais ça voudrait dire qu'effectivement, on va dire Santa Monica Studio, comme tous les autres studios, ne veulent pas se priver, comme Guerrilla Games par exemple pour Horizon Forbidden West, ne veulent pas se priver des 110 millions ou 120 millions de PS4 qui ont été vendus. Voilà, donc le résultat c'est qu'aujourd'hui, Sony, comme j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, a un peu changé de direction parce qu'au départ, ils voulaient faire quand même que des exclusivités. Mais, exclusivité, il va y avoir quand même sur PS5. Et oui, avec le second jeu dont je vais parler, parce que God of War, malheureusement, on n'a pas beaucoup plus d'informations, on n'a pas d'image, on ne sait pas quand ça va sortir. On nous dit 2021, je vous rappelle qu'on est en 2021 quand même, tout au début, certes. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il turbine, Santa Monica Studio, pour le sortir avant la fin de l'année. Par contre, il y a un jeu qui va sortir, probablement, on l'espère tous, c'est Ratchet & Clank Rift Apart. Donc on a beaucoup entendu parler, on a vu quand même des images, et on a vu du gameplay. Donc lui, il y a toutes les chances qu'il sorte en 2021. Et Insomniac a donc donné quelques nouvelles sur ce jeu. Alors pour rappel, Insomniac a été racheté en août 2019 par Sony, et oui, pour 230 millions de dollars. Donc c'est un studio qui a été acquis par Sony, ce qui est assez intéressant, parce qu'on parle beaucoup, bien entendu, des studios acquis récemment par Xbox, mais de temps en temps, Sony fait quand même une petite opération en passant. Donc, on verra ce que ça va donner, mais ce qui est intéressant sur ce jeu, qu'on a vu et qu'on connaît quand même, c'est que c'est une exclu PS5, ça veut dire qu'il ne sera pas sur PS4, c'est-à-dire qu'aussi il va commencer à utiliser quand même assez fortement les fonctionnalités et les possibilités de la PS5. Alors dans cet article, on voit qu'ils ont insisté particulièrement sur la DualSense, oui, parce qu'Insomniac va utiliser les possibilités de la DualSense, avec les gâchettes adaptives et j'en passe, mais ce jeu ne fera pas que ça, parce qu'il aura deux modes, mode performance ou optimisé, comme d'habitude, performance en 60 fps, ou optimisé avec du ray tracing, etc., plus d'effets lumineux. Ça devient apparemment une habitude et une constante. Aussi bien d'ailleurs chez PlayStation que chez Xbox, je précise. Mais il va également utiliser, et je vous le rappelle, et c'est ça qui est assez intéressant, aussi le SSD magique, le SSD magique de la PlayStation. On en avait vu tous les effets où ça prenait à peu près 2 secondes maximum pour changer de monde en monde, ce qui est assez intéressant. C'est un jeu qui sera très dynamique, visiblement, qui sera très coloré. Voilà, donc ce sera intéressant, je le testerai en l'occurrence, parce que je pense que ça va être un très très beau jeu. On peut y jouer d'ailleurs sans connaître les précédents épisodes, c'est ce qu'a précisé Insomniac, même si bien entendu on retrouvera des éléments pour se raccrocher aux épisodes précédents. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous attendez ce jeu avec impatience. Moi oui, je pense que ça peut être, on va dire, un bon, entre guillemets, premier jeu exclu PS5 qui va arriver dans l'année 2021. Pour finir, je vais revenir sur la comparaison faite par Digital Foundry, sur quoi? Oui, sur Cyberpunk entre Xbox Series X et Stadia. Une comparaison très intéressante parce que Stadia, je dirais Digital Foundry l'avait quand même un peu encensé, avait dit que le résultat était très très beau. Et donc c'est intéressant de voir cette comparaison avec une machine physique, la Xbox Series X. Eh bien elle tourne à l'avantage de la Xbox Series X, donc c'est intéressant de le noter, c'est-à-dire sur plusieurs points. Alors au niveau détails, ils expliquent que certains moments, les détails sont plus fournis, enfin plus précis sur la Xbox Series X, et d'autres, de temps en temps, sur Stadia, il faut le préciser. Par contre, en termes de FPS, c'est plus constant, aussi bien en mode optimisé qu'en mode performance sur la Xbox Series X. Alors ils précisent qu'ils ont pris la meilleure connexion possible pour Stadia, de façon à offrir le meilleur sur Stadia, mais voilà, donc c'est toujours du stream, faut pas l'oublier, donc du stream, un peu plus de compression, etc. Quand même, il faut être très honnête. Mais donc on a un peu plus de FPS, on va dire, constant sur Xbox Series X, les ombrages sont un peu meilleurs, et surtout l'éclairage volumétrique est clairement meilleur côté Xbox Series X. Mais ce n'est pas tout, que l'on soit en 4K optimisé ou en 4K performance, on est en upscalé dans les deux cas, on le sait. Et c'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas du 4K natif. Et il s'avère qu'en optimisé Xbox Series X, on est au-delà de 1620p, c'est-à-dire qu'on va monter jusqu'à 1800p, donc c'est pas si mal que ça. On est quasiment à du 4K natif, pas tout à fait, mais presque. Par contre, sur Stadia, on est plutôt en dessous de 1600. Voilà, on va descendre jusqu'à 1440p en optimisé. Et ce qui est important, c'est qu'en performance, alors là, on a une très grosse différence parce que Xbox Series X, 60 fps, on est au-delà de 1080 jusqu'à 1620p, alors que la Stadia, on est en dessous de 1080p. Et oui, en dessous de 1080p, visiblement. Donc ça montre quand même une sacrée différence. Alors, je vous rappelle que Stadia, certes c'est du stream, mais derrière il y a normalement de sacrées bécanes sur les serveurs. Ce qui montre quand même que la Xbox Series X a là dans le ventre,
Alors, tout de suite, il y en a qui vont me dire, oui, on l'a dit pour la PS5, etc. Non, non, pas de comparaison possible. Parce que je rappelle que la Xbox Series X, je pense que CD Projekt Red avait, on va dire, des accords, non, mais peut-être qu'ils ont développé plus tôt sur la Xbox Series X qu'ils ne l'ont fait sur la PS5 en particulier. Donc, on verra ce que ça donne plutôt quand on aura la next-gen optimisée sur les deux machines. Parce que je vous rappelle que, par exemple, on a eu une version Xbox One X Cyberpunk, et oui, c'était en accord avec CD Projekt Red, hein, en l'occurrence, c'est-à-dire vraiment une machine, on va dire, estampillée Cyberpunk. Il y a eu des accords assez tôt avec Xbox. Mais ça montre une première phase assez intéressante sur la Xbox Series X, en l'occurrence, c'est-à-dire que le jeu est tout à fait jouable, le jeu est même intéressant, hein, visiblement, il est même assez beau, donc on peut le prendre maintenant sur la Xbox Series X si on ne veut pas attendre la version optimisée next-gen qui arrivera probablement avant juin 2021, j'en suis quasiment sûr, et sur la PS5 et sur la Xbox Series X. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.